Maintenant, la gestion des médicaments. Donc, la pharmacologie des agents anesthésiques chez l'obèse. Donc, donc c'est un détail que vous trouverez partout. Par exemple, nous, donc on ne peut pas apprendre tout ça. Donc, on voit, on a le protocole MAPAR 2022, donc, et que tout le monde peut le télécharger pour voir que ce soit les protocoles anesthésiques ou bien tout ce qui est médicaments. Pour le pentose, donc chez l'obèse, donc, il entraîne un retard d'élimination puisqu'il est liposoluble, il s'accumule, donc, surtout si perfusion continue. Donc, il se calcule sur le poids idéal théorique, mais il vaut mieux l'éviter. Le propofol, malgré qu'il est liposoluble, il présente une clairance métabolique importante, donc il s'élimine rapidement, il n'y a pas d'accumulation, mais donc le calcul ne se fait pas sur le poids réel, mais sur le poids ajusté. On en a parlé avant, donc des formules de calcul. Donc, pour le midazolam ou bien les benzodiazépines, ils ont un volume de distribution élevé, sont très lipophiles, donc ils s'accumulent au niveau des graisses. Donc, il faut éviter que ce soit en prémédication ou bien lors de l'anesthésie. Donc, il s'associe à un retard de réveil, une dépression respiratoire qui peut compliquer le malade, surtout en post-opératoire. La kétamine et l'étomidate, on peut l'utiliser malgré sa liposolubilité qui est importante. Et il y a l'absence d'effet hémodynamique et le calcul se fait sur le poids réel. Concernant les curares, nous on a des curares non dépolarisants, ils sont liposolubles et le calcul se fait sur le poids idéal théorique. C'est-à-dire le poids idéal théorique, c'est-à-dire le poids sans surcharge graisseuse. Bon, pour les morphiniques, donc, ils sont surtout liposolubles, les réinjections doivent être prudentes, ils se calculent sur le poids idéal théorique. Concernant les halogénés et le protoxyde d'azote, l'utilisation du sérum et surtout du desflurane, on en parle, est préférable en raison de la faible liposolubilité de ces deux agents. Donc la pharmacologie du protoxyde d'azote, elle est très peu liposoluble et inchangée chez nos bases, donc on peut l'utiliser. On en a parlé pour l'antibioprophylaxie, donc nécessité de doubler les doses. D'accord. Concernant la prémédication, les benzodiazépines et les sédatifs, ils s'accumulent dans les tissus graisseux, ils ont un volume de distribution qui est très élevé, donc ils sont à l'origine de dépression respiratoire, donc ils sont contre-indiqués, surtout chez les patients obèses qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Pour l'anesthésie loco-régionale, les plus recommandées, surtout en cas de comorbidité cardio-respiratoire importante. Donc, c'est la technique de choix pour éviter tout ce qui est âgé. Mais l'inconvénient, c'est que les repères anatomiques, ils sont difficiles, ils sont cachés. Les aiguilles, par exemple, pour une rachis, ils sont courts. Il faut des aiguilles longues. Donc, le taux de réussite peut être amélioré là en utilisant donc, de l'échographie. Pour l'arachis, donc il faut faire attention, il faut diminuer les doses des anesthésiques locaux, car le liquide céphalo-rachidien, il est plus étroit. Donc par compression, donc compression, donc le liquide céphalo-rachidien, il est étroit. Les blocs tronculaires, en ce qui concerne l'anesthésie loco-régionale ou les blocs périphériques, il y a une difficulté de repérage, donc nécessité de l'échographie, et même sous échographie, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment échogènes. Donc, pour les blocs supraclaviculaires et les blocs interscaléniques, moi je dis toujours aux résidents qu'il faut éviter qu'il y a un risque de dépression respiratoire secondaire et une paralysie phrénique. Donc, si on injecte donc, le produit anesthésique local, il peut y avoir une diffusion et atteinte du nerf phrénique et on aura une paralysie diaphragmatique et qui est néfaste chez un patient obèse qui présente des problèmes respiratoires. Concernant les anesthésiques locaux, donc il faut réduire les doses d'anesthésiques locaux, il y a risque d'expansion du bloc. On passe aux problèmes posés par la chirurgie.
Il y a donc un risque de compression vasculo-nerveuse lié aux positions, surtout ces durées prolongées, et s'il y a un changement de position. Donc, ce qu'on craint aussi, c'est le risque de rhabdomyolyse et les problèmes orthopédiques. Si le temps opératoire prolongé, les traumas tissulaires qui sont plus importants. Et aussi les défauts régionaux d'oxygénation et de vascularisation, on aura un défaut de cicatrisation et infection de la paroi chez le patient obèse. Maintenant, on vient de terminer donc la première partie qui est très importante, qui est basée sur avant donc d'entamer une anesthésie chez l'obèse, il faut connaître toutes ces particularités, donc des particularités que ce soit sur le plan respiratoire, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, les particularités des drogues anesthésiques, comment calculer le poids, donc par rapport au poids réel, poids idéal ou poids ajusté. Donc on passe maintenant donc à la prise en charge anesthésique. Donc quelle est la prise en charge anesthésique chez les patients obèses? Donc avant de prendre en charge un patient obèse, on doit évaluer les risques. Donc l'évaluation de ces risques, elle se fait en préopératoire lors de la consultation d'anesthésie. Ou bien, donc, si on est en urgence, lors de la visite pré-anesthésique. Donc, on doit évaluer les fonctions cardiovasculaires et respiratoires, dont les réserves fonctionnelles sont sollicitées au cours de la période périopératoire. Bien sûr, moi je dis à mes patients lors de la consultation donc de faire attention si c'est une chirurgie, surtout à titre à but esthétique, que l'anesthésie elle est à risque chez l'obèse. Et si on fait une anesthésie, en plus des risques d'intubation et de ventilation et les autres risques, que l'acte chirurgical en lui-même, c'est l'équivalent d'un effort et c'est l'équivalent de monter dans un bâtiment, donc tous les étages en courant. Donc il y a risque aussi cardiovasculaire. Donc pour l'évaluation respiratoire, elle est importante. C'est la première cause de morbidité, de complications chez l'obèse, que ce soit à l'induction ou en post-opératoire. Donc l'évaluation se base, donc se fait à l'interrogatoire, rechercher les symptômes. Le syndrome obésité et hypoventilation, c'est les patients qui ont une hypoxémie chronique et une hypercapnie. Le SARS, rechercher un SARS et l'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc l'examen clinique, il recherche les critères d'intubation et de ventilation difficile, normalement que tout le monde connaît, le degré d'intolérance à l'effort, donc dyspnée d'effort, donc à l'interrogatoire aussi il y a l'examen clinique, à l'auscultation. Donc, on voit l'état cutané local et les difficultés anatomiques éventuelles essentiellement lorsqu'on va faire une anesthésie loco-régionale et une perte de poids, conseillé aux patients qu'une perte de poids plus raisonnable est conseillée et aussi l'arrêt du tabac qui entraîne une diminution des complications post-opératoires. Donc, on conseille aux patients de perdre du poids, surtout si c'est une chirurgie programmée, il a le temps de faire un régime. Donc, concernant les examens paracliniques, la radiothorax, généralement, elle est systématique. Par contre, la gazométrie de l'EFR, il se prend en fonction du terrain et de la chirurgie, ou bien rachidienne. Le syndrome d'apnée du sommeil, il est fréquemment associé surtout chez l'obèse morbide, selon définition selon la nomenclature internationale, et il se définit par la survenue de 5 apnées ou hypopnées par heure de sommeil. Donc il est détectable par le polysomnographe. Somnographe qui est l'examen de référence. Bien sûr, donc on a un score de Stokes-Bang, qui est un score qui s'il est supérieur ou égal à 3, on envoie le patient pour faire une polysomnographie pour détecter ce syndrome d'apnée du sommeil. Stokes-Bang, S-T-O-P-P-A-N-G, donc c'est-à-dire snoring, ronflement,
tired, c'est-à-dire qu'il a une fatigue diurne, des apnées nocturnes, une HTA, un BMI supérieur à 35, un âge un peu plus de 50 ans, le tour de la nuque qui est plus de 40 centimes et le sexe masculin. Donc s'il est plus de 3, on envoie le malade pour faire une sonographie pour détecter ce syndrome d'apnée du sommeil. Donc, l'obésité morbide, et devant une obésité morbide, ils vont évoquer systématiquement ce SAPS. Et la conduite appelée, il faut éviter et ils sont contre-indiqués. Donc, il y a un contre-indicateur absolu des benzodiazépines. Et l'ALR, elle est recommandée, donc il faut associer des antalgiques généralement morphiniques, surtout en post-opératoire. Donc, on ne donne pas du Temgesic ou l'analgésie post-opératoire. On passe au syndrome obésité hypoventilation. Donc cette hypoventilation alvéolaire chez des patients qui hypoventilent, donc la fréquence respiratoire elle est faible chez eux vu qu'ils sont obèses. Donc ils sont indépendants ou associés à un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ces syndromes d'obésité hypoventilation, ils ont une hypercapnie chronique, c'est-à-dire élévation de CO2 en chronique. Donc il nécessite un appareillage par pression positive continue qui sera proposé en première intention, suivi d'un appareillage par VNI en cas d'échec. Donc, on peut utiliser la ventilation non invasive qui l'utilise surtout plusieurs heures par jour et surtout la nuit. Donc, l'appareil à pression positive continue, il est considéré actuellement comme un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, les pressions positives continues sont de petits appareils à turbine qui délivrent de l'air sous légère pression pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes, empêchant ainsi l'apnée tout au long de la nuit. On a fait l'évaluation respiratoire avant de faire l'anesthésie. Il faut toujours évaluer. On évalue aussi la fonction cardiovasculaire. Donc, on recherche une dysfonction ventriculaire, on envoie chez le cardiologue, il fait une échographie, ou bien nous, comme urgentiste ou comme anesthésiste réanimateur, on a l'habitude de travailler, donc de faire des échos, des fast échos ou des échos d'urgence. Donc, on recherche aussi des tares associés, l'HTA, la coronaropathie. Donc, on fait des examens complémentaires et il y a aussi les scores cliniques. Donc, on a un score qu'on utilise nous-mêmes, le score de Lee, qui se base tout ce qui est clinique. Si le malade il a une insuffisance cardiaque, une coronaropathie, s'il a un précédent d'AVC, d'un diabète, d'une insuffisance rénale, donc si le score est supérieur égal à 2, donc il y a risque cardiovasculaire. Chez le patient, on peut anesthésie. Donc pour l'évaluation, donc on peut le reporter, on peut le préparer, donc on envoie chez le cardiologue, il adapte les traitements et on le fait à l'aise. Donc et on fait aussi une évaluation digestive et métabolique. Donc le diabétique, il a fréquemment un reflux gastro-œsophagien, donc il y a un risque d'inhalation péropératoire. Il peut avoir aussi un diabète type 2, donc qui peut être méconnu, donc qu'on détecte lors de notre consultation, donc qu'on doit équilibrer, surtout si c'est une chirurgie programmée. Et puis l'évaluation du capital veineux aussi à la consultation. S'il est difficile à faire des prélèvements, à perfuser, il n'a pas de veines et ils ne sont pas visibles, on peut mettre un cathé central, voire faire des cathés sous échographie. On termine lors de notre évaluation par l'information du patient sur les risques. Donc, d'autant plus si c'est une chirurgie à but esthétique. Donc, on doit l'informer de ces risques. Et il y a un risque important, surtout chez l'obèse. Et pour une chirurgie esthétique qui n'est pas nécessaire, donc il vaut mieux ne pas la faire. Si c'est nécessaire, donc on doit le préparer. Il fait un régime, un régime et une préparation.